Paris, vendredi 20 septembre 2024. Il est un peu plus de 14 heures. Les rues du 16e arrondissement sont animées, dans ce quartier huppé de la capitale, bordé de commerces et de restaurants. Une jeune femme termine son déjeuner à la cantine de l'université Paris-Dauphine. Elle s'appelle Philippine Lenoir de Carlan. Elle a 19 ans et elle est étudiante en économie et ingénierie financière à l'université Paris-Dauphine. Ce vendredi-là, elle devait se rendre chez ses parents, dans les Yvelines. Mais après avoir quitté l'université, elle disparaît. Ce soir-là, ses proches s'inquiètent. Ils n'ont plus de nouvelles. Ce qu'on découvrira dans les jours suivants est choquant. Une enquête difficile, un suspect inquiétant et des questions qui continuent de hanter la France aujourd'hui. Voici l'histoire tragique de Philippine, une jeune étudiante pleine de vie dont la disparition et le meurtre vont bouleverser le pays. Philippine Lenoir de Carlan est née le 10 octobre 2004, à Clamart, mais elle grandit à Montigny-le-Bretonneux, une commune des Yvelines. Très attachée à ses racines, Philippine grandit au sein d'une fratrie de 6 enfants, dans un environnement familial bienveillant et tourné vers la transmission des valeurs exigeantes, mais humaines. Ses parents, profondément ancrés dans des valeurs traditionnelles et religieuses, lui ont transmis une discipline rigoureuse et une passion pour les sciences. Sa mère, enseignante, et son père, physicien, ont joué un rôle essentiel dans sa formation. Son enfance a été plutôt sereine, centrée sur la famille et l'école. Elle a fréquenté des établissements scolaires de sa région, avant de poursuivre ses études en économie à l'université Paris-Dauphine. Elle s'est forgée une réputation de fille sérieuse et calme, préférant la compagnie des livres à celle des foules. Elle n'était pas particulièrement extravertie, mais elle avait un cercle d'amis restreint avec qui elle partageait ses passions pour les sciences et les débats intellectuels. À l'adolescence, Philippine Lenoir de Carlan s'investit pleinement dans le mouvement des scouts et guides de France, où elle devient cheftaine. Engagée depuis l'enfance, elle y développe un fort sens des responsabilités, du service et de la solidarité. Élevée dans une famille catholique pratiquante, elle fréquente régulièrement l'église Saint-Pierre-du-Lac, à Montigny-le-Bretonneux, où elle participe à la vie paroissiale. Elle était très engagée dans sa paroisse. En parallèle, elle a été une élève assidue dans ses études, un domaine dans lequel elle s'est toujours efforcée d'exceller. Elle poursuit sa scolarité dans un établissement catholique privé avant d'intégrer l'université Paris-Dauphine, où elle commence une licence d'économie et d'ingénierie financière. Son parcours universitaire témoigne de son sérieux et de son ambition. À 18 ans, elle quitte le domicile familial pour s'installer dans le 16e arrondissement de Paris, boulevard Lannes, à proximité de son université. Ce déménagement marque une nouvelle étape dans sa vie, où elle apprend à conjuguer son autonomie grandissante avec l'attachement profond qu'elle conserve pour sa famille. Elle retrouve régulièrement les week-ends à Montigny-le-Bretonneux. Discrète, investie et fidèle à ses engagements, Philippine laissait l'image d'une jeune femme déterminée, douce et profondément ancrée dans ses convictions. Son père la décrivait comme une élève appliquée, sérieuse, brillante, qui bossait toujours ses dossiers à fond. Très discrète, Philippine préfère l'écoute à la prise de parole, mais dégage une bienveillance qui marque tous ceux qui la côtoient. Elle s'engage dans de nombreuses activités, passionnée par l'écologie, le fitness, la lecture, le théâtre, la poterie et les mots fléchés. Son entourage la décrit comme une jeune femme sage, pleine de vie, fidèle à ses engagements, notamment en tant que cheftaine sur les scouts et guides de France. Côté cœur, Philippine formait aussi un couple complice avec son petit ami Thibaut. Elle partageait avec lui une relation discrète mais profonde. Le vendredi 20 septembre 2024, Philippine Lenoir de Carlan commence sa journée, comme à son habitude. Elle déjeune ce jour-là à la cantine de l'université, comme l'ont confirmé ses proches. Elle avait prévu ensuite de se rendre chez ses parents, à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Mais à partir de 14 heures, plus personne ne parvient à la joindre. C'est la dernière heure à laquelle elle est formellement vue. Constatant qu'elle n'arrive pas et ne répond à aucun message, ses proches tentent de la joindre à plusieurs reprises. En vain. Au fil des heures, l'inquiétude monte. Le silence de Philippine est inhabituel et très préoccupant. Elle ne donne aucun signe de vie de l'après-midi ni en soirée. Vers 23h, une de ses proches, sa sœur, se rend au commissariat du 16e arrondissement de Paris pour signaler sa disparition. Une procédure pour disparition inquiétante est alors immédiatement ouverte. La tension devient palpable, d'autant que le téléphone de Philippine a cessé de borner dans l'après-midi, pour la dernière fois dans le secteur du Bois de Boulogne. Ce vaste espace boisé rend toute recherche complexe. Une tentative de géolocalisation du téléphone est effectuée, sans succès immédiat. Face à cette disparition inexpliquée, la mobilisation s'organise très vite. Une proche de la famille contacte Priscilla Routier-Triard, fondatrice de l'application de Sorority, qui déclenche une alerte sur son réseau d'entraide féminin. L'avis de recherche
est massivement relayée. Entre notre application, nos réseaux sociaux et les emails, 300 000 personnes ont reçu l'avis de recherche. Avec les partages, on a touché près d'1 million d'internautes, explique-t-elle. Le lendemain de la disparition, le samedi 21 septembre 2024, une battue citoyenne est organisée à l'initiative des proches, en coordination avec les autorités. L'appel est lancé via les réseaux sociaux pour rassembler des volontaires afin de fouiller le bois de Boulogne. Là où le téléphone de Philippine a borné pour la dernière fois, la veille, à 14h. La mobilisation est rapide. Environ 50 personnes se rassemblent sur place, vers 15h15, et les recherches débutent dans une atmosphère lourde, chacun espérant un miracle, mais craignant le pire. Pendant plusieurs heures, les participants fouillent les environs, scrutant les sentiers, les fourrés et les zones difficiles d'accès. Vers la fin de l'après-midi, l'une des personnes engagées dans la recherche découvre enfin un téléphone portable, abandonné au sol. Rapidement, il est identifié comme étant celui de Philippine. Cette découverte relance immédiatement les recherches dans la zone, et c'est à une vingtaine de mètres de là, derrière une monticule de terre, qu'une autre participante remarque une forme étrange, dissimulée partiellement sous la terre. Elle alerte immédiatement les autres. En s'approchant, il découvre le corps de la jeune femme, partiellement enterré. Le corps est dissimulé sous de la terre et des branchages, suggérant une tentative de dissimulation rapide. La police est immédiatement alertée. Un périmètre de sécurité est établi autour de la zone de la découverte pour préserver les preuves. Les enquêteurs de la brigade criminelle de Paris, accompagnés d'experts scientifiques, se rendent sur les lieux pour procéder aux premières constatations et collecter des indices. Le corps est transporté à l'Institut médico-légal pour une autopsie. Les médecins légistes concluent à une mort par asphyxie, sans signe apparent de strangulation. Des analyses complémentaires, notamment des prélèvements d'ADN, sont effectuées pour identifier d'éventuels éléments supplémentaires. Mais malheureusement, malgré leur expertise, aucune trace d'un autre ADN que celui de la victime est retrouvée sur le corps. D'après les expertises, la victime aurait été tuée dans de tragiques circonstances, par strangulation, après avoir potentiellement été violée. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a été étranglée. Quand une victime est tuée par strangulation, on le voit assez nettement à l'autopsie. Cela ne souffre en général d'aucune hésitation. Il s'agirait donc d'une compression. Un meurtre sordide, sans témoin. Pas d'arme du crime, pas de scène sanglante, seulement une forêt et un corps abandonné dans le froid. L'enquête aurait pu s'arrêter là, comme tant d'autres affaires non élucidées, mais c'était sans compter sur la précision des enquêteurs de la brigade criminelle de Paris, qui vont orchestrer ce que certains, au sein de la police, qualifient déjà de chef-d'œuvre d'investigation. Tout part d'une intuition. Si le corps a été déplacé jusqu'au bois, le tueur s'est probablement servi d'un téléphone dans le secteur. Alors, les enquêteurs font ce qu'ils savent faire de mieux, ils exploitent le bornage des téléphones mobiles. Ils croisent des milliers de données, de connexions aux antennes relais dans les deux zones, celle du bois de Boulogne, où le corps a été découvert, et celle de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Pourquoi Montreuil ? Parce que peu après la disparition de Philippine, un retrait d'argent est effectué avec sa carte bancaire dans cette ville. Une action qui va s'avérer décisive, mais payante. Les policiers récupèrent alors les images des caméras de vidéosurveillance autour du distributeur de billets. Et là, ils le voient. Un homme, seul, en train de retirer de l'argent. Il porte un long manteau sombre, une capuche sur la tête, et son visage est partiellement visible, mais suffisamment pour être exploité par les services spécialisés. Grâce à cette image, et en recoupant avec les données de téléphonie, ils parviennent à identifier un suspect. Taha Walidat, né en 2002, de nationalité marocaine. Taha Walidat, né en 2002, à Ouadcha, une ville du Maroc. À l'âge de 17 ans, il franchit les frontières européennes, entrant en France en juin 2019, via l'Espagne, muni d'un visa touristique de 3 mois. Son statut de mineur isolé ne tarde pas à attirer l'attention des autorités françaises, et il est rapidement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, dans le Val d'Oise. Mais quelques mois après son arrivée, dans une sombre zone boisée de Taverny, une tragédie se déroule. En septembre 2019, Taha Walidat commet un acte monstrueux. Il viole une étudiante de 23 ans. La victime d'un drame que l'on n'aurait jamais pu imaginer, parvient à survivre. Et l'assassin, lui, se laisse piéger. Identifié grâce à son ADN, Taha est arrêté et placé en détention provisoire, en attendant son jugement. Après 2 longues années d'enquête et d'attente, le 5 octobre 2021, c'est dans une cour d'assises des mineurs que la justice se penche sur son cas. Il est condamné à 7 ans de prison pour viol à la maison d'arrêt de Joux-la-Ville, dans l'Yonne. Mais une décision controversée de justice survient. L'excuse de minorité lui est appliquée, réduisant ainsi la peine. 7 ans
Mais en réalité, Taha ne purgera que 5 ans derrière les barreaux. Le 24 juin 2004, il est libéré, bien plus tôt que prévu, grâce à des réductions de peine et à l'application de l'excuse de minorité. Et pourtant, sa libération est accompagnée d'une décision qui aurait dû marquer la fin de son histoire en France. Une obligation de quitter le territoire français lui est imposée, avec une interdiction de retour pendant 10 ans. Mais dans une ironie cruelle, la promesse d'expulsion est vaine. Taha Walidat ne partira jamais. Taha, après avoir été libéré sur décision du juge des libertés et de la détention, est placé au centre de rétention administrative de Metz. Mais sa situation prend une tournure surprenante. Pourquoi ? Parce que les autorités françaises, bien qu'ayant pris la décision de l'expulser, se retrouvent incapables d'exécuter cette expulsion vers son pays d'origine, le Maroc, dans l'immédiat. La raison ? Des démarches administratives qui prennent bien plus de temps que prévu. Le 6 septembre 2024 marque un tournant décisif. Le Maroc envoie un laissez-passer consulaire, document permettant officiellement son expulsion, sur Taha. Mais à ce moment-là, l'impossible se produit. Taha Walidat est déjà libéré, hors du centre de rétention. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Après sa libération, il est assigné à résidence dans un hôtel de Lyon, sous surveillance stricte et avec une obligation de pointage. Mais cette assignation n'aura pas l'effet escompté. Le 19 septembre 2024, il ne se présente pas à l'hôtel comme convenu. Le lendemain, il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Et puis, un autre drame se joue. Le 20 septembre 2024, Philippine disparaît. Le lien entre l'absence de Taha et la disparition de Philippine, bien qu'encore flou, devient de plus en plus menaçant. L'ombre du doute plane, alors que les enquêteurs se battent pour assembler les pièces d'un puzzle macabre. L'affaire semblait s'épaissir à chaque nouvel obstacle, chaque nouvelle énigme. Au début, il n'y avait aucune empreinte génétique trouvée sur les lieux du crime. Mais la détermination des enquêteurs ne fléchit pas. Après plusieurs jours de recherches intensives, c'est une carte bancaire qui va faire basculer l'enquête. Et voilà que l'enquête prend une autre tournure lorsqu'un homme est vu en train d'utiliser cette carte à Montreuil. Les images de la vidéosurveillance ne laissent aucun doute. Le visage de l'homme est désormais isolé, clarifiant la situation. Et c'est là que l'accélération se produit. Il compare la photo captée par les caméras de sécurité avec leur fichier d'identification. Et là, c'est la révélation. L'individu est identifié comme Taha Walidat, déjà fiché pour un précédent viol. De plus, il est sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mais le véritable tournant survient avec l'intervention de Frédéric, un sans-abri, vivant dans le bois de Boulogne. Frédéric, installé là depuis 5 mois, était l'un des rares témoins à avoir aperçu Taha dans les heures suivant le meurtre de Philippine. Son témoignage devient alors une pièce maîtresse dans l'enquête. Ce qu'il décrit est à la fois frappant et inquiétant. Ses souvenirs sont précis, détaillés, mais c'est surtout le comportement étrange de Taha qu'il relate et qui interpelle les enquêteurs. Frédéric a vu des choses qui n'ont fait qu'alimenter les soupçons et précipiter les recherches pour retrouver l'assassin de Philippine. C'est la fin de l'après-midi. Le ciel se pare de teintes dorées, alors que Frédéric, un sans-abri vivant dans le bois de Boulogne, remarque un jeune homme d'une vingtaine d'années. L'homme, au physique maghrébin, les cheveux bruns et vêtu de sombre, est assis seul, sur un tronc d'arbre, en pleine nature, juste devant la grille qui mène à la tente de Frédéric. Il semble figé, presque réduit à l'immobilité. Le regard vide, il reste là, sans bouger, pendant près de 2 heures. Le silence est pesant. Il ne parle à personne. Il ne bouge presque pas. Ce comportement étrange plonge Frédéric dans un malaise profond. Frédéric se souvient de la scène avec une précision glaçante. En lui-même, un sentiment étrange le traverse. Quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Le jeune homme semble comme un spectre, hors de toute réalité. À 19h, après avoir observé l'homme pendant un long moment, Frédéric décide de briser ce silence oppressant. Il l'interpelle. « Tu fais quoi là ? T'es de la police ? Tu veux me voler mes affaires ?» Mais l'homme ne réagit pas. Il lève à peine les yeux, sans dire un mot. Puis dans un silence lourd, il finit par s'éloigner, sans explication, sans interaction. Ce comportement, glacial et incompréhensible, perturbe profondément Frédéric. Les heures passent, mais l'image de cet homme, immobile et sans réaction, reste gravée dans son esprit. Ce n'est que bien plus tard, en voyant Taha Walidat sur une photo diffusée par les médias, que Frédéric comprend l'étendue de tout ce qu'il a vécu. La révélation le frappe de plein fouet. Son témoignage est sans appel. « Ah mais j'en suis sûre, c'est lui que j'ai vu ce jour-là. C'est lui qui a tué la jeune femme. J'avais peur, alors j'ai mis un cadenas sur le portail de ma tante, pour me protéger. » Ce témoignage n'est pas anodin. Il a plusieurs implications judiciaires majeures. L'apparition de Taha, près de la scène du crime, quelques heures après le meurtre, apporte une preuve supplémentaire de sa présence sur les lieux. Ce témoignage corrobore la chronologie établie par les enquêteurs. Philippine aurait été tuée entre 14 et 16 heures, et son corps retrouvé le lendemain. La réaction étrange et erratique du suspect après le drame, le silence, l'isolation, l'absence de réaction,
soulignent un comportement suspect, typique d'un individu en état de choc ou tentant de dissimuler ses actes. L'isolement de la scène, un lieu peu fréquenté, explique l'absence d'autres témoins, ce qui renforce la version de Frédéric. Ce témoignage fait écho aux antécédents judiciaires de Taha. Ce dernier avait été condamné en 2021 à 7 ans de prison pour viol, dans une affaire où il avait agressé une jeune femme de 23 ans dans un bois. À peine libéré début septembre 2024, soit 17 jours avant le meurtre de Philippine, il se voyait imposer une obligation de quitter le territoire français. Mais Taha n'a pas respecté cette injonction. Et voilà le lien qui se tisse. L'objectif maintenant est de retrouver Taha. L'adresse connue dans les fichiers de la police ne correspond plus et il a disparu des radars. La BRI a été déployée pour le surveiller, et notamment son logement. Et en exploitant ses connexions téléphoniques, il découvre que le suspect a tenté de fuir en province et qu'il cherche à fuir la France. Il logeait en Seine-Saint-Denis et c'est non loin de là qu'il avait utilisé la carte de Philippine. Il était considéré comme SDF et naviguait de logement en logement. Son téléphone, selon les données de localisation, le lendemain du meurtre de Philippine, bornait en fin de matinée près de la frontière suisse. Le 24 septembre 2024, soit moins de 4 jours après la découverte du corps de Philippine, des policiers suisses prennent position. En civil discret, ils scrutent la foule, concentrés. Un homme est leur cible, Taha. En effet, il vient d'être géolocalisé avec son téléphone à la gare de Genève-Cornavin. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Le but est clair, l'intercepter avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Et il est enfin repéré, sans heurts, dans l'enceinte de la gare. Ce suspect, ils l'ont retrouvé grâce à un travail méticuleux. Analyse de ses données téléphoniques, exploitation de la vidéosurveillance et échange constant entre les services français et suisses. La cavale de Taha est enfin terminée. Et face à la justice française, la vérité devra désormais émerger. Il est alors placé en détention provisoire à Genève. Son extradition n'est pas immédiate. Taha refuse la procédure simplifiée, ce qui retarde son transfert. Mais le processus est lancé. Le parquet de Paris dépose une demande d'extradition. Pendant que les démarches judiciaires se poursuivent, les autorités françaises se tiennent prêtes. Après de longues démarches, Taha accepte enfin d'être extradé. Et c'est le 6 novembre 2024 qu'il est enfin remis à la France, à Annemasse. Il est mis en examen pour meurtre, viol en récidive et escroquerie, fait qui avait été commis à Montreuil. Et les questions s'accumulent. Que s'est-il passé ce soir-là? Pourquoi avoir fui si rapidement? Que cache son silence? Le 18 décembre 2024, dans l'ombre des couloirs glacés du tribunal, Taha, principal suspect dans le meurtre de Philippine, est enfin confronté aux enquêteurs. Ce n'est pas encore le procès, mais une étape clé dans l'instruction. Après des semaines de silence, après des aveux partiels qui ont ajouté plus de confusion que de clarté, il commence enfin à répondre. Ses paroles sont hésitantes, floues. Il admet avoir tué Philippine, mais ses explications restent incomplètes, un véritable casse-tête. Il parle d'un trou noir, d'une mémoire qui lui échappe. Monstrueux, dit-il, qualifiant ses actes. Mais il semble vouloir se distancer de ce qu'il a fait. Son esprit se cache derrière ses mots comme pour fuir une réalité qu'il ne semble pas vouloir affronter. Bien qu'il admette le meurtre, Taha n'entre dans aucun détail. Il ne parvient pas à expliquer ce qui s'est passé, à révéler les raisons de son acte. Il reste vague, comme si tout s'était effacé de sa mémoire. Les enquêteurs, eux, ont déjà les preuves qui accablent le suspect. Les bornages téléphoniques, la vidéosurveillance, l'utilisation de la carte bancaire de Philippine après sa mort. Ces éléments sont incontestables. Mais lui ne veut toujours pas affronter le pourquoi. Une question revient, obsédante. Pourquoi a-t-il tué Philippine? La réponse reste introuvable. Et l'incompréhension se fait plus forte. À l'heure où l'enquête se poursuit, Taha est dans un état de déni total. Il ne peut ou ne veut expliquer ce qui l'a poussé à un tel acte. Une incapacité troublante à se confronter à ses actes. Les éléments matériels sont accablants. La carte bancaire de la victime est retrouvée dans ses mains. Le téléphone de Philippine, non loin de son corps, et ses images de caméras de surveillance, le montrant plusieurs fois changé, effaçant ses traces comme un homme pris de panique. Il a cherché à se cacher, à fuir, mais tout l'a rattrapé. L'instruction avance, mais la vérité reste partiellement dans l'ombre. Les enquêteurs cherchent à comprendre la psychologie de Taha et ses motivations. Un mobile sexuel semble se dessiner, mais l'homme est loin d'être prêt à l'admettre. Pourtant, lors de précédentes auditions, il a fini par reconnaître avoir abusé de Philippine, mais les détails restent flous, l'horreur étant rejetée dans un flou total. Les expertises psychiatriques en cours tenteront de répondre à une question cruciale. Taha était-il lucide lors du crime, ou pris dans un mécanisme psychologique qu'il refuse d'expliquer? Ses actes, la brutalité du crime, tout semble imprégné de mystère. Les enquêteurs poursuivent leur travail, bien déterminés à obtenir des réponses. La famille de Philippine attend dans l'angoisse une justice pleine et entière, tandis que Taha, encore sous le choc de ses propres aveux partiels,
semble enfermée dans un déni qui pourrait bien être sa dernière défense. Le secret de l'instruction plane encore, mais le puzzle se forme. Voici ce qui se serait vraiment déroulé. Le 20 septembre 2024, Philippine est vue pour la dernière fois à 14h par les caméras de vidéosurveillance de l'université alors qu'elle quitte les locaux en direction du bois de Boulogne pour se promener, comme elle en avait l'habitude. Elle arrive dans le bois de Boulogne où elle croise Taha, SDF, qui venait de sortir de prison après avoir purgé une peine de 5 ans pour viol. L'agression a lieu à ce moment-là, dans un espace isolé du bois. Taha agresse Philippine sexuellement et la tue. L'autopsie conclut à une mort par asphyxie, non par pression sur les voies respiratoires, car aucune trace de strangulation n'a été retrouvée sur le corps. Après avoir tué Philippine, Taha aurait quitté la scène du crime. Il change de vêtements et se dirige dans une autre direction, cherchant à brouiller les pistes. C'est là qu'un autre SDF l'aurait aperçu, en train de quitter le bois de Boulogne. Quelques heures après, il revient sur les lieux du crime, pour mieux dissimuler le corps. Il est suspecté d'avoir ramené une pioche pour creuser davantage et enterrer le corps de Philippine. Il cherche à dissimuler le cadavre derrière une monticule de terre, afin d'éviter toute découverte prématurée. Après avoir dissimulé son corps, Taha quitte à nouveau les lieux, change de vêtements et utilise un autre téléphone, espérant semer la police. Il cherchait à ne laisser aucune trace qui aurait permis son identification immédiate. Et c'est à ce moment-là, alors que Philippine était déjà morte, que ses proches s'inquiètent de son absence et que sa sœur contacte la police pour signaler sa disparition. Et c'est le lendemain que les recherches débutent dans le bois de Boulogne et que le corps de Philippine sera retrouvé, partiellement enterré. De son côté, Taha cherche à s'échapper. Il quitte le logement dans lequel il était en scène par la condamnation de son violeur. « J'ai tenu bon », avoua-t-elle, en me disant que ma démarche protégerait d'autres femmes. Pourtant, elle s'interrogeait presque avec désespoir. Pourquoi le système pénitentiaire a-t-il failli à prévenir cette récidive ? Sa lettre n'était pas seulement un cri de douleur, mais aussi un appel à la réflexion. « Je suis immensément triste », confia-t-elle, en évoquant la perte de Philippine et en adressant ses pensées à sa famille. « J'aimerais les réconforter, la réconforter, mais je ne fais face qu'au vide insupportable laissé par sa mort. » La victime se fit porte-parole d'un système judiciaire qu'elle juge défaillant. Elle appelle à davantage de moyens pour prévenir la récidive des crimes sexistes et sexuels, en soulignant l'importance d'une prise en charge plus rigoureuse des délinquants sexuels. « Il faut une commission d'enquête sur la récidive », insiste-t-elle. Ce n'était pas la seule question qui la préoccupait. Le fait que Taha ait été sous une obligation de quitter le territoire français, OQTF, au moment des faits, suscitait une nouvelle polémique. Le dysfonctionnement de l'OQTF ne doit pas oblitérer la question primordiale de la récidive, écrivait-elle. Taha, un homme dont le nom était déjà lié à un crime sexuel passé, devenait ainsi l'incarnation d'une tragédie qui se répétait, non seulement pour lui, mais pour toutes les victimes passées et futures, se produisent. Actuellement, Taha Walidat est incarcéré en France, après avoir été extradé de Suisse en novembre 2024. Il est détenu en attente de son procès pour le meurtre de Philippine et les accusations sont particulièrement graves. Si Taha est reconnu coupable, il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. À ce jour, aucune date précise n'a été fixée pour le procès de Taha Walidat, l'instant en situation irrégulière. Cette affaire souligne une question cruciale sur la manière dont la justice traite les récidivistes et les alertes de suivi. Une simple paperasse. Le 3 septembre administratif, où il était amertement récidiviste, semble être passé sous silence. Ce qui semble être un manquement grave de la part des autorités met en lumière des failles évidentes dans la gestion des récidivistes et la protection des citoyens. Le cas de Taha pose une question cruciale. La justice a-t-elle été trop laxiste face à une menace évidente ? Et pourquoi tant d'alertes ont-elles été ignorées ? La libération de Taha et son parcours chaotique à travers le système judiciaire soulèvent des interrogations sur la rigueur des procédures de suivi des délinquants sexuels et violents, après accusé de la promesse de retrouvailles un jour. Nous sommes ici pour pleurer, pour déposer notre douleur et notre colère. Mais nous croyons que Dieu, dans sa miséricorde, a pris Philippine dans sa paix, accueillement pour les étudiants, les enseignants et le personnel. Un numéro spécial de cellule psychologique a été mis en place pour accompagner les membres de la communauté universitaire dans ce moment de deuil. Le lundi 23 septembre, une minute de silence a été observée dans tous les campus de l'université, en hommage à la jeune étudiante. Cette initiative a permis à tous les membres de la communauté universitaire de se recueillir, d'exprimer leur tristesse, mais aussi de montrer leur solidarité envers la famille de Philippine. Le 10 octobre 2024, ce qui aurait été le 20e anniversaire de Philippine, a été marqué par un hommage émouvant de la famille. Malgré la douleur qui ne s'estompe pas, ses proches ont remercié publiquement tous ceux qui les ont soutenus, tant par leur présence physique que par leurs pensées. Le communiqué de la famille exprimait leur reconnaissance profonde envers la communauté, tout en honorant la mémoire de la jeune fille.
Philippine aurait eu 20 ans aujourd'hui. Sa famille est touchée par le soutien immense qu'elle a reçu lors de cette épreuve, ont-ils écrit. Le 10 octobre, ils ont également organisé une messe privée pour honorer sa mémoire et se rappeler des moments précieux partagés avec elle. Le meurtre de Philippine Lenoir de Carlan a non seulement bouleversé ses proches, mais a aussi provoqué une prise de conscience générale sur la violence faite aux femmes, la sécurité dans l'espace public et la nécessité de renforcer les mesures de prévention contre les crimes. La famille de Philippine, en plus de rendre hommage à leur fille, a demandé à ce que justice soit faite, tout en appelant à plus de mesures pour assurer la sécurité des jeunes dans les lieux publics. Alors que l'enquête se poursuit, la communauté continue de se rappeler la jeune vie brisée et les hommages à Philippine Lenoir de Carlan, ne cessant de refléter l'admiration qu'elle suscitait chez ceux qui l'ont côtoyée. Philippine, avec sa foi et son engagement, a laissé une marque indélébile sur ses amis, ses enseignants et tous ceux qui ont croisé son chemin. Aujourd'hui, alors que la justice est attendue, sa mémoire reste vive et le pays continue de pleurer sa perte tragique. Dans les jours qui suivent, plusieurs marches blanches sont organisées. La première a lieu le samedi 9 mars à Paris, rassemblant environ 4500 personnes. Le cortège part de la place de la République pour rejoindre les abords du bois de Boulogne, lieu du drame. Des pancartes, plus jamais ça, marcher seul ne devrait pas être un risque, et justice pour Philippine se flotte dans la foule. D'autres villes suivent. Lyon, le 10 mars, rassemble 1800 personnes. Bordeaux, le 11 mars, avec une veillée aux chandelles devant son ancien lycée. Strasbourg, le 12 mars, où des étudiants prennent la parole pour dénoncer l'insécurité quotidienne. Lille, Nantes et Toulouse organisent également des rassemblements dans les jours suivants. Le 5 avril 2025, la ville de Montigny-le-Bretonneux, d'où était originaire Philippine, a inauguré un square portant son nom. L'aire de jeu pour enfants a été dédiée à sa mémoire. Emmanuel Macron, le président de la République française, a réagi après le meurtre de Philippine. Il a exprimé sa solidarité et sa consternation face à cet acte tragique, soulignant l'importance de lutter contre l'insécurité et la violence. Il a également adressé ses condoléances à la famille de la victime et exprimé son soutien aux proches et à la communauté affectée. En réponse à ce crime, des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité dans les lieux publics et améliorer la prévention de la violence, en particulier envers les femmes. Le président Macron a également souligné l'importance de poursuivre la mobilisation nationale en faveur de la justice et du respect des droits de chacun. Le meurtre relance instantanément le débat sur la récidive. Le suspect avait un passé criminel chargé, mais il était pourtant en liberté. Des experts judiciaires dénoncent un système à bout de souffle. Des associations féminines comme Nous Toutes rappellent que Philippine n'est pas un cas isolé. La question de la sécurité des femmes dans l'espace public revient brutalement au centre des débats. Ces associations soulignent que les violences faites aux femmes sont trop fréquentes. En réponse, la décision est prise d'installer des caméras de surveillance dans le bois de Boulogne pour renforcer la sécurité. Il faut durcir les lois, mais surtout, il faut ouvrir les yeux, tous ensemble. Parce que Philippine ne sera pas la dernière si rien ne change. L'histoire de Philippine est devenue, bien malgré elle, un symbole. Une étudiante brillante, une journée ordinaire, un trajet banal. Ce qui aurait dû être un après-midi sans histoire s'est transformé en tragédie, révélant en creux toutes les failles d'un système qu'on croyait protecteur. Au-delà de son nom et de son visage, une question plane, dérangeante, persistante. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand faudra-t-il que les femmes tombent pour que l'on décide de revoir nos priorités? À qui la faute et surtout, à qui la responsabilité? Aujourd'hui, des visages s'inclinent, des discours se prononcent, des promesses sont faites. Mais Philippine, elle, ne reviendra pas. Alors, ce qu'il reste, ce sont les choix que nous faisons maintenant. Ceux qui suivent ce drame et ceux qui, peut-être, empêcheront le prochain. Un drame évitable? Beaucoup n'en doutent pas une seconde. Et vous, est-ce que vous pensez que ce drame aurait pu être évité? Et c'est ainsi que se termine cette terrible histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une autre terrible histoire.